Carlos Lopez fait partie de ces Africains qui comptent. Économiste de formation, il a fait toute sa carrière au sein de l'ONU. En 2012, il est nommé à la tête de la Commission économique pour l'Afrique. Le Bissau-Guinéen entend révolutionner l'institution. Il veut en faire la boîte à idées du continent et il n'hésite pas à défendre des positions parfois iconoclastes. 4 ans plus tard, il décide de démissionner. Aujourd'hui, il se consacre à l'écriture. Il est aussi professeur en Angleterre et en Afrique du Sud. Monsieur Lopez, bonjour. Bonjour. Vous avez été un des premiers invités de Réussite, donc on est ravis de vous retrouver. Merci de nous accueillir. Je voudrais commencer par votre actualité la plus récente. Vous étiez jusqu'à il y a quelques semaines secrétaire général adjoint des Nations Unies et à la tête de la Commission de l'ONU pour l'Afrique. Vous avez démissionné pour, je vous cite, « préserver votre liberté de parole ». Vous ne vous sentiez pas libre là-bas ? Quand vous avez des obligations institutionnelles, vous avez quand même un droit de réserve sur un certain nombre de sujets. Et comme je suis de plus en plus impliqué dans des transformations en Afrique, je voulais avoir tout l'espace qui m'est donné. Pour dire franchement les choses. Voilà. Alors pourtant, vous avez souvent pris des positions à contre-courant, quitte à choquer. On pourrait même dire que ça a été un peu votre marque de fabrique au sein de cette institution. Je pense, entre autres, à votre position sur la dette des États africains. Oui, en effet, j'ai toujours essayé d'être à contre-courant de la pensée unique. Parce qu'il y a aussi de la pensée unique en Afrique. Et normalement, c'est une pensée unique qui est très négative, très pessimiste. Et par exemple, dans la question de la dette, c'était très clair qu'il y avait de l'exagération, comme il y a de l'exagération dans beaucoup de données macroéconomiques sur le continent. Mais quand vous dites qu'il y a quelque chose qui cloche avec le franc CFA, que c'est un mécanisme désuet, inadapté, ce sont vos mots, prononcés en septembre dernier, vous savez que ça ne va pas faire des heureux. Mais je les assume complètement. Je ne suis pas contre le franc CFA, mais je suis contre le système qui le règle. Il y a des caractéristiques dans ce système qui ne sont pas ajustées à la réalité de nos jours. C'est très bien d'avoir une monnaie qui est forte, qui a un taux d'échange fixe, une parité avec l'euro, mais en même temps, il faut tenir en compte que les pays de la zone CFA ont comme partenaire commercial le plus important à ce moment, pas la France, pas des pays européens, mais la Chine. Oui. Donc il y a quand même des caractéristiques dans le mécanisme qui doivent s'adapter à la réalité. Allez, sur une note un petit peu moins polémique, vous avez popularisé un terme à la Commission économique pour l'Afrique, Africa First, l'Afrique d'abord. C'est une belle idée, mais concrètement, ça consiste en quoi ? Ça consiste d'abord dans le changement du discours. Parce qu'il y a un discours qui était centré sur, comme je disais, le pessimisme. Donc j'ai beaucoup investi dans la statistique pour pouvoir montrer aux pays africains pour confronter les faits à la perception, par exemple. Voilà. Par exemple, la réalité que nous possédons de l'Afrique au point géographique est complètement fausse. Quand je partais au sommet Inde-Afrique, il y avait des pancartes un peu partout dans la ville avec la carte de l'Afrique et la carte de l'Inde qui avaient la même dimension. Or, l'Inde, c'est un peu plus que la RDC. Et donc, il y a déjà cette perception géographique qui est fausse, qui se multiplie dans tout ce qui est l'économie, la politique, la culture. Mais moi, je m'intéresse particulièrement à l'économie. Et donc, tout ce qui est données macroéconomiques a une perception qui ne correspond pas à la réalité. J'aimerais qu'on parle de votre histoire personnelle, si vous le voulez bien. Alors, vous êtes originaire de Guinée-Bissau. Vous aviez 13 ans au moment de l'indépendance. Est-ce que ça a influencé l'adulte que vous êtes devenu et votre engagement pour le continent ? J'ai été très marqué par mon père parce qu'il a été mis en prison par les autorités portugaises parce qu'il aidait le mouvement de libération. Oui. Et moi, j'étais un jeune, donc je voyais toute cette transformation d'un coup venir sans comprendre quoi que ce soit à ce qui se passait. Mais je savais une chose, mon père était en prison et les gens l'appelaient terroriste. Oui. Ça m'a beaucoup marqué parce que c'était quelque chose qui se disait en cachette au niveau de la famille. Donc mes cousins me considéraient comme le fils de l'oncle terroriste. Et donc, je voulais comprendre. Et dès que l'indépendance est venue et que j'ai pu finalement voir mon père et confronter
cette réalité avec des discussions un peu plus Vous avez profondes. pu lui parler de cette période? Plus tard, beaucoup Oui. plus tard. À l'époque, il me disait tout simplement tais-toi, c'est très compliqué, c'est pas pour ton âge. Mais il y avait l'euphorie de l'indépendance. Et cette euphorie m'a emporté. J'étais un jeune garçon qui voulait comprendre, qui était très avide de savoir. Et donc finalement, je crois que c'est cette transition un peu unique dans la vie de quelqu'un. On n'a pas des indépendances tous les jours, Bien sûr. qui m'a beaucoup marqué. Et je pense savoir que certains de vos mentors ont été les leaders de ces mouvements d'indépendance. C'était vraiment une chance que pendant cette période post-indépendance, les biographes d'Amilcar Cabral, qui était l'héros de l'indépendance de Guinée-Bissau et du Cap-Vert, était Mário d'Andrade. Mário d'Andrade, c'était le fondateur du mouvement de libération de l'Angola, MPLA, qui est toujours au pouvoir. Et donc, moi, je me retrouve comme gardien de livres de cet intellectuel angolais à 16 ans. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé ma vraie université. Quand il devait écrire un article, il me donnait la tâche de sortir de sa bibliothèque les livres qui correspondaient au sujet sur lequel il devait écrire. L'étape suivante était de me demander d'écrire des résumés de ces livres pour pouvoir alimenter sa production. Et en le faisant, bien sûr, je faisais beaucoup de fautes, mais j'ai appris la synthèse, la capacité de la synthèse, d'une façon assez, pratique avec Mário d'Andrade. On fait un petit bond dans le temps. Dans les années 80, vous êtes jeune économiste et vous décidez de vous engager dans une institution internationale. Vous choisissez le PNUD, le Programme de développement des Nations Unies. Pourquoi l'ONU ? Alors, en effet, je ne voulais pas partir à l'ONU. J'étais tellement nationaliste, je voulais vraiment rester chez moi. Et j'avais fondé un institut de recherche pour le gouvernement qui marchait très bien. Mais on m'a demandé d'aller voir le président de la République, avec lequel j'avais des relations, et qui m'a signalé qu'il voulait me mettre au gouvernement. Et moi, j'étais très jeune. J'ai eu cette conversation, j'avais 27 ans. Et donc, j'ai senti, parce qu'il y avait déjà un peu de corruption, il y avait une dégradation du pouvoir, j'ai senti qu'on voulait un peu ma petite légitimité pour étoffer, disons, un navire qui n'allait pas dans la bonne direction. Et donc, finalement, je ne voulais vraiment pas faire partie de ce gouvernement. Il fallait que je trouve un plan B. Et un plan qui justifie de refuser d'entrer au gouvernement. Tout à fait, parce qu'on ne peut pas dire non comme ça. Donc mon plan B, c'était de dire, bon voilà, j'ai été invité par les Nations Unies, mais on ne m'avait pas vraiment invité. J'ai entré en conversation pour qu'on m'invite. En tout cas, l'ONU vous a réussi. Vous y avez passé 30 ans. 28. 28. Est-ce que la mission est accomplie selon vous? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir rempli vos objectifs? Mais je pense que j'ai pu, pendant toute cette période, maintenir un certain nombre de principes, notamment les principes de rester fidèle à mon engagement avec l'Afrique, donc très connu aux Nations Unies, mais aussi le fait que je voulais toujours maintenir une espèce de carrière académique parallèle aux Nations Unies. Et pourquoi? Parce que je trouvais que si on devenait seulement fonctionnaire, on allait devenir un bureaucrate. Oui. Un bureaucrate gris en plus. Qu'est-ce que c'est un fonctionnaire gris? Un fonctionnaire qui suit la procédure, fait exactement comme on lui demande et puis n'a pas de créativité. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier aujourd'hui dans votre parcours? Le fait que j'ai pu contribuer à une vraie discussion sur la transformation structurelle du continent. Je pense que c'est admis. Je viens d'avoir un hommage des chefs d'État africains qui le disent. Oui. Donc je pense qu'il y a dans mon entourage un sentiment que j'ai beaucoup contribué à la discussion. Une reconnaissance en tout cas de votre travail. C'est important. Carlos Sopes, merci beaucoup pour votre témoignage. Un plaisir toujours.